accepter, vous pourrez. Bonjour à tous. Bonjour Marion. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui avec nous depuis l'Institut français de Marrakech. Vous êtes ici donc pour nous parler de votre ouvrage Tumer l'enfant élastique, publié aux éditions Actes Sud Junior. Merci encore, bienvenue à tous. Vous êtes très très nombreux ce matin. Alors, une petite introduction technique tout d'abord. Vous avez une petite clochette en bas à droite de votre écran. Je vous conseille de cliquer sur « Désactiver le son de mes notifications ». Et juste à côté, vous pouvez aussi passer en mode plein écran. Et tout à droite, vous avez un chat avec une rubrique questions également. Si vous souhaitez utiliser le chat, n'hésitez pas. Donc, je crois que vous avez tous déjà la caméra. On vous demandera juste de désactiver le micro lorsque Marion parlera et de le réactiver lorsque vous poserez vos questions. Alors, tout d'abord, Marion, vous allez nous parler un petit peu de vous. On va rapidement passer aux questions parce que vous avez beaucoup de questions et on terminera par un diaporama que Marion nous a préparé. On vous écoute, Marion. Bonjour à tous, d'abord. Est-ce que vous m'entendez correctement? Tout à fait. Très bien. Je voulais d'abord vous dire que j'étais ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je suis actuellement au Maroc, à Marrakech, pour une résidence d'écriture qui se passe dans le sud du pays, où j'interviewe des gens et où je fais des rencontres pour peut-être écrire un futur livre. Et voilà, du coup, je suis vraiment contente de faire cette vidéo avec vous depuis l'étranger, puisque je pars quand même régulièrement en voyage pour mes livres. Donc, on va passer 1 heure ensemble. Je vous ai préparé un petit peu des images et des documents sur les contorsionnistes mongols, puisque j'ai été sélectionnée pour ce livre-là de Tumer l'enfant élastique. Donc, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions autour du sujet du livre ou du sujet de l'écriture ou de la contorsion en général. Peut-être Marion, est-ce que vous pourriez peut-être introduire juste en nous parlant un petit peu de votre parcours? Oui. Donc, moi, j'écris depuis que je suis enfant. J'écrivais des livres quand j'étais petite, mais qui sont des livres qui n'ont bien sûr pas été publiés. C'était des histoires que j'inventais quand j'étais à l'école et que je m'ennuyais. Et j'avais aussi un grand rêve de faire du cirque et du spectacle. Et quand j'ai eu 12 ans, je me suis inscrite dans une école de cirque amateur dans ma ville en France, dans une ville qui s'appelle Dijon, où il y avait une petite école de cirque qui s'est ouverte. Et après, j'ai pu arrêter de faire du cirque jusqu'à aujourd'hui, où j'en fais encore. Je suis partie après dans une école de cirque professionnelle à Paris, l'école de cirque Fratellini. Et maintenant, j'ai vraiment 2 métiers. J'ai un métier où je suis auteur, où j'écris des livres et je publie des livres. Et j'ai un métier où je suis artiste de cirque, où je fais des spectacles avec une compagnie de spectacle qui est basée dans la Drôme. D'accord. Voilà. Bon, merci beaucoup. On va peut-être passer directement aux questions. Alors aujourd'hui, nous avons des classes d'Égypte, du Togo et du Maroc. Ça va, je commence. Allez-y. Ça va. Alors, je me présente. Je suis Safa Daoud, coordinatrice de l'école Lycée La Liberté d'Héliopolis. Je suis honorée de participer à cette visioconférence et je vous dis, dès que j'ai lu le livre, j'étais très impressionnée de votre figure de style, de votre style. J'ai terminé le roman dans 3 heures. Ça m'a tellement attirée, j'étais tellement émue, je me sentais que je suis avec des héros dans le roman. Je sentais la douleur de Tumer
Et en plus, j'ai senti comment Marion l'a tellement aimé et l'a encouragé, et la persévérance, l'amitié, la souffrance du père, et comment la famille, Tumé a été entourée de sa famille et de son ami, que tous les deux voulaient prendre le record, le Guinness des records. J'étais tellement émue, frissonnée. Je vous remercie pour ce roman et Inch'Allah, vous prenez le premier prix. Merci, madame. Merci beaucoup pour ce retour de lecture. C'est vraiment formidable pour moi. Ce que vous dites est très touchant. Quand on écrit un livre, on est très seul. On est tout seul avec ses mots et tout seul avec ses idées. Et un de mes grands questionnements à chaque fois que j'écris, c'est de me demander si mes mots sont justes, si mes phrases sont justes, si les idées sont justes. Et c'est très régulier que je me perde un peu et que je me sens souvent incompétente quand j'écris parce que les pistes sont multiples et finalement on choisit un seul chemin et on se demande toujours si ce chemin d'écriture est le bon. Et du coup, quand on a un retour comme le vôtre, madame, c'est vraiment très réconfortant. Voilà, merci. Alors, courage, madame, et en attendant le bouton d'or, comme Marion. Marion et son ami Tumé. Merci, madame. Merci. Quelqu'un a une autre question? Allez-y. Alors, est-ce qu'on pose des questions ou les autres? Oui, allez-y. Allez-y. Ça va. Alors, bonjour, madame. Bonjour. La place de la famille dans sa vie est un point commun. Mais voyez-vous que la famille joue un rôle important dans la vie des jeunes? Alors, je pense que la famille joue un rôle important dans la vie des jeunes. Pour écrire le livre de l'enfant élastique, je suis partie en Mongolie et j'ai essayé de comprendre le système en Mongolie. Je crois qu'il y a une école qui n'a pas fermé son micro et ça résonne du coup. J'ai essayé en Mongolie de comprendre comment la structure familiale se faisait. Et en Mongolie, la famille est extrêmement importante. Les anciens sont extrêmement respectés. Par exemple, une petite sœur va vouvoyer son grand frère. Un grand frère va vouvoyer son aîné. Tous les enfants vouvoient leurs parents. Les parents vouvoient les grands-parents. Il y a quelque chose comme ça de très pyramidal. Plus on est âgé en Mongolie, plus on est respecté. Et c'était tellement marqué que j'ai voulu marquer ça aussi dans l'histoire de Tumi. Donc, de vraiment prendre sa famille comme soutien et comme passeur d'espoir. Voilà. En Mongolie, il y a également un ascenseur, un désir d'ascenseur social. Les enfants ont comme désir de pouvoir aider leur famille. Les familles aident les enfants, mais plus tard, les enfants aident vraiment les familles. Et pour les contorsionnistes, réussir à devenir une contorsionniste internationale, c'est la garantie de pouvoir aider les parents plus tard. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, bien sûr, madame. Alors, la deuxième question. Bonjour, madame. Je m'appelle Sarah, j'ai 15 ans. Je suis en deuxième année secondaire au lycée. Ma question pour vous. La relation entre Aryoma et l'héroïne concernant le partenariat, la concurrence et l'amitié. Quel était le rôle de l'amitié dans votre vie? Merci. Pour moi, l'amitié est extrêmement importante, surtout quand on est enfant et qu'on est jeune. C'est souvent grâce à des amis qu'on arrive à changer de vie, à avoir des projets, à se dépasser. Avoir un ami ou une amie qui nous encourage et nous permet d'aller plus loin, c'est très important. Moi, j'ai eu une amie dans mon enfance, dans mon apprentissage du cirque, qui m'a beaucoup encouragée, qui m'a beaucoup aidée. Et je pense que j'ai voulu, dans cette histoire, retranscrire un peu ce lien très fort. Et dans un roman, c'est important aussi parce que ça permet d'avoir un deuxième personnage, une sorte de personnage miroir, qui permet qu'on s'attache aussi au personnage principal parce qu'il y a cette résonance avec son ami. Donc, il y a un petit peu de personnel et puis un petit peu d'efficacité par rapport au livre. Alors, vous aviez une autre Aryoma.
J'avais une autre Arioma, voilà. Voilà. Ou plutôt, moi, j'étais Arioma et j'avais une famille dans ma vie. Ça va. Alors, la troisième. Peut-être qu'on va, comme il y a beaucoup de classes, on va peut-être se limiter à trois questions peut-être par groupe et voir si ensuite on a du temps. Ça va, madame. De l'établissement de Dr Nirmine Ismail. Ça va. Alors, on va poser notre troisième question. Bonjour, madame. Je suis Bonjour. Farah. J'ai 16 ans, je suis en deuxième secondaire au lycée. Ma question est l'endurance, la souffrance et la patience sont trois slogans très clairs dans la vie du Tumé. Est-ce que c'était le cas dans votre vie? Je pense que je ne suis pas aussi endurante que Toumé et Arioma, sinon c'est moi qui serais sur le Guinness Book des records. Je pense que l'endurance et la patience sont nécessaires pour réussir à faire des grandes choses. Et on a tous plus ou moins de courage et de volonté et qu'il faut aller au maximum, mais qu'on n'a pas tous les mêmes capacités. Et encore, vous avez la persévérance. Oui, la persévérance aussi. Ça qui aide toujours. Alors, merci madame, et je passe la parole à d'autres écoles. Merci, je crois que Philomène avait une question. Bon, oui, c'est toi Philomène? D'accord. Alors, il faut juste réactiver le micro et comme ça, on pourra t'entendre. Bonjour, je m'appelle Philomène. Je suis en Bonjour. Une question. Cette histoire est-elle vraie? Alors, cette histoire n'est pas complètement vraie. Pour pouvoir écrire cette histoire, je suis partie en Mongolie. J'ai rencontré des contorsionnistes. J'ai rencontré des petites filles qui avaient entre 4 ans et 16 ans. Et je leur ai posé beaucoup de questions. J'ai fait beaucoup d'interviews. Et après, avec tous ces interviews, j'ai réinventé une histoire. Donc, ce n'est pas l'histoire d'une petite fille, d'une contorsionniste. Et c'est comme si dans cette histoire, j'avais mis l'histoire de plein de contorsionnistes que j'avais rencontrés. Et Tumé, les autres personnages existent-ils vraiment? Alors, Tumé, elle existe pas exactement comme ça, parce que je l'ai réinventée et j'ai réimaginé des choses. Mais il y a vraiment une jeune femme contorsionniste qui a battu un record du monde et qui est dans le Guinness Book. C'est une jeune femme que j'ai rencontrée, qui travaille maintenant au Cirque du Soleil, qui est très connue dans le monde des contorsionnistes et dont je me suis inspirée pour faire le personnage de Tumé. Mais à chaque fois que je fais une histoire, ce n'est pas une histoire vraie. Ce sont des histoires qui sont inspirées d'autres histoires. J'invente beaucoup de choses. Je suis obligée d'inventer, de réimaginer, de changer les parents, de changer des détails pour que ça devienne une vraie histoire, un vrai roman. Merci. Merci. Est-ce que le prénom Tumé a une signification? Non, je n'en connais pas. Merci. Moi, c'est... Bonjour, je suis Raïf. Bonjour. Est-ce que le prénom Tula en Mongolie signifie maman ou bien les enfants appellent-ils leur mère par leur prénom? Ah, ça c'est une bonne question. Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que comme je ne parle pas le mongol, je ne sais pas comment les enfants appellent leurs parents. Moi, quand j'étais petite, j'appelais mes parents par leur prénom. J'appelais mon papa Jean-Paul et j'appelais ma maman Caroline. Et je ne sais pas pourquoi, je ne les appelais pas papa, maman. Et maintenant, quand j'écris des livres, généralement, j'ai le réflexe d'appeler les parents par leur prénom. Alors, peut-être qu'en Mongolie, ils disent papa et maman et pas Tula. Okay. Ça, je ne sais pas. Bonjour, je m'appelle Guilhem. Est-ce que dans le livre, on a l'impression qu'il y a surtout des jeunes filles contorsionnistes? Oui, alors tu as tout juste. La contorsion, c'est surtout une discipline féminine. On va dire que sur 10 contorsionnistes, il va y avoir 9 filles et 1 garçon. Il y a des garçons qui sont très souples
mais c'est quand même une particularité de filles. Peut-être un petit peu comme nous en France, on va voir les filles qui font plutôt de la danse et des garçons qui font plutôt du foot. En Mongolie, c'est plutôt des filles qui font de la contorsion, même si certains garçons sont extrêmement doués et que certains garçons sont dans des grands cirques internationaux. Est-ce que les hommes font-ils cette discipline? Oui, du coup, les hommes font cette discipline, mais plus rarement. Merci. On va peut-être changer de groupe. On verra si on a un petit peu de temps pour vous redonner la parole ensuite. Il y avait Lamia qui voulait poser une question. Alors, on ne vous entend pas. Ah oui, il faudrait réactiver le micro. Non, on ne vous entend toujours pas. Pourtant, vous avez bien le micro ouvert de Livestorm, mais peut-être que le fait d'avoir un micro physique fait qu'on ne vous entend pas non plus. Non, on ne vous entend pas. Je vous redonne la parole tout à l'heure. On va passer à Lucia peut-être qui avait une question. Et je vous redonne la parole tout à l'heure. Lucia? Non? Bon, on avait Youssef qui voulait poser une question sinon. Bonjour Madame Marion, je m'appelle Youssef et ma question pour vous est pourquoi avez-vous choisi la Mongolie pour le pays natal de l'Europe? Alors, la Mongolie, c'est ce qu'on appelle le berceau de la contorsion. Il existe des traces de contorsion en Mongolie depuis plus de 2000 ans et beaucoup de contorsionnistes du monde entier viennent de Mongolie. Quand un cirque aux États-Unis ou en Turquie ou dans n'importe quel pays cherche des contorsionnistes, généralement, ils vont passer des castings en Mongolie parce que c'est un pays qui est connu pour avoir d'excellentes contorsionnistes. Et c'est une discipline qui s'est vraiment développée là-bas. Comme chez nous, on va avoir beaucoup d'écoles de cirque, et beaucoup d'écoles de foot, par exemple, de clubs de foot dans des villages. Là-bas, ils ont des clubs des écoles de contorsion un petit peu partout. Et moi, j'étais très passionnée par la contorsion. C'est quelque chose qui m'a toujours intriguée, qui m'a toujours intéressée. Du coup, quand j'ai voulu créer un livre sur ce sujet, naturellement, je suis partie en Mongolie parce que je savais que c'est là-bas que je trouverais le plus d'informations pour pouvoir bien mener ce reportage et avoir les bonnes idées et les bonnes techniques et tout le support nécessaire à écrire le livre. Merci. Bonjour madame, je m'appelle Jenny. Bonjour. Est-ce que tu peux reposer ta question, s'il te plaît? Y a-t-il une relation entre l'environnement pauvre de Tuné et sa volonté d'être célèbre? Oui, je pense que les enfants que j'ai rencontrés en Mongolie avaient tous envie de sortir de leurs conditions de pauvreté. Et que la Mongolie, c'est un pays qui est extrêmement pauvre, extrêmement froid, extrêmement difficile à vivre. L'hiver, il peut faire jusqu'à moins 60 degrés. Donc, il y a beaucoup d'animaux qui meurent tous les hivers parce qu'ils n'ont plus à manger. Enfin, c'est un pays vraiment, vraiment dur. Et quand les jeunes filles peuvent partir à l'étranger, gagner de l'argent pour aider leur famille, elles le font. Donc, je pense qu'il y a une vraie volonté de sortir de sa condition sociale, de sortir de sa pauvreté pour aider sa famille. Bonjour. Bonjour. Est-ce que je peux demander ma question? Pourquoi avez-vous visité Mongolie avant d'écrire ce livre? Alors, avant de partir en Mongolie, j'avais déjà des idées pour ce livre. Mais je me suis rendu compte que ce que je connaissais de la contorsion, c'était que
probablement beaucoup d'informations fausses. C'était important, si vous voulez vraiment écrire un livre sur le sujet. Est-ce qu'on m'entend encore? Oui, je pense qu'on va couper le micro de tout le monde pour mieux vous entendre, Marion. Merci. Quand je suis partie, donc je connaissais déjà la contorsion puisque je faisais du cirque dans une école de cirque et que j'avais aussi je connaissais déjà des contorsionnistes, mais je me suis dit que pour travailler vraiment sur le sujet, il fallait que j'aille interviewer des personnes. Par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez dans le livre, je parle à un moment de quand ils font la position et qu'ils doivent mettre comme ça du cuir dans leur bouche pour faire une figure acrobatique, les dents à l'arrière peuvent se casser. Et par exemple, les contorsionnistes m'ont dit que c'était une figure qu'on n'avait pas le droit de faire tant qu'on avait encore des dents de lait. Vous savez, tant qu'on a encore ses dents d'enfant, qu'il fallait attendre d'avoir ses dents définitives pour faire les figures qui nécessitent les muscles de la mâchoire. Ça, si j'étais pas allée en Mongolie, j'aurais jamais su ça. Par exemple, ils m'ont dit que pour le manchon qu'on tient dans sa bouche, il est fait avec une peau en cuir, une peau de chèvre qui a un goût salé. Donc ça, j'ai pu mettre ça dans mon livre. Si j'étais pas allée en Mongolie, j'aurais jamais su que cette peau avait un goût salé et que c'était une peau de chèvre. Voilà, donc c'était plein de petits détails dont j'avais besoin pour que ce livre soit meilleur et plus cohérent et qu'on ait vraiment l'impression de plonger dans un univers. Si j'avais fait juste avec ce que j'avais dans la tête, j'ai de l'imagination, mais si j'avais juste écrit à partir de mon imagination, j'aurais probablement écrit beaucoup de choses fausses et j'avais envie d'écrire des choses justes. On a le collège Saint-Marc d'Alexandrie qui souhaite poser une question. Est-ce que vous pouvez activer votre micro? Lamia, sinon, on vous entend? Bonjour. Oui, on vous entend. C'est bon. Ok, parfait. Premièrement, on voulait dire vraiment qu'on a beaucoup aimé votre livre. Merci beaucoup. Ça nous a beaucoup inspiré. On a ici les étudiants du collège. Ils voulaient demander plusieurs questions. Donc, on a Aya. Oui. Bonjour, je suis Aya du collège de Rajak, l'Égypte. Comment votre décision de voyager en 2019 et d'écrire le roman et la publier en 2020 s'était influencée par coronavirus? Non, parce que je suis partie l'été 2019 et à ce moment-là, il n'y avait pas encore de coronavirus. Quelques mois plus tard, j'aurais pas pu faire ce projet et ce voyage. Donc, j'ai vraiment eu la chance de pouvoir partir avant. D'accord. Merci. Bonjour. Bonjour. Je suis Rita. Vous étiez contorsionniste. Pourquoi en 1993 vous avez pris la décision d'écrire et de changer de carrière? Alors, je faisais du cirque et j'ai pas bien entendu la question. C'est pourquoi j'ai décidé de changer de métier, c'est ça? Oui, madame. Alors, j'ai pas changé de métier. Je fais encore du spectacle et j'écris des livres aussi. En ce moment, j'ai 2 métiers. Voilà, le métier du spectacle et le métier des livres. Et je continue les deux parce que j'aime les deux et que que j'ai besoin des deux pour vivre financièrement. Merci. Je vous en prie. Bonjour, je suis Lougie, collège de Rajak. En 2012, vous avez écrit Je veux un chat et des parents normaux. Pourquoi vous avez attendu 19 ans pour publier votre premier roman? Alors, j'ai écrit quand j'étais enfant, mais ce n'étaient pas des livres qui étaient d'un niveau suffisamment bon pour être publiés. Et puis après, j'ai eu des enfants et j'ai fait du spectacle et j'ai fait des tournées. Et j'ai un petit peu arrêté d'écrire pendant cette période parce que j'avais des enfants qui étaient petits, qui me demandaient beaucoup d'énergie. Je faisais des spectacles, ça me demandait aussi beaucoup d'énergie. Et j'ai mis un petit peu de côté mon désir d'écrire des livres.
Et puis en 2009, ma fille avait 7 ans et elle m'a dit des choses et ça m'a inspirée pour un livre. J'ai eu envie d'écrire quelque chose parce que j'avais des enfants qui avaient 7, 8, 9 ans et que j'avais envie d'écrire des choses pour les enfants de 7, 8, 9 ans. Donc, je me suis remise à écrire. Et à ce moment-là, j'ai envoyé mes livres à un éditeur et l'éditeur a été d'accord pour le publier. Voilà. Et à partir de ce moment-là, c'est comme si le virus de l'écriture m'avait repris. Je me suis remise à écrire et depuis, je n'ai plus arrêté. Et j'ai fait une petite parenthèse à un moment dans ma vie, peut-être pour mûrir. Et puis après, je me suis remise à écrire. Bonjour, je m'appelle Farida, de Collège de Rajac. Est-ce qu'il y a des points de ressemblance entre vous et Timé concernant les obstacles affrontés durant les entraînements et les diverses positions effectuées? Alors, non. J'ai vraiment essayé de détacher le personnage de Toumé et de moi. Moi, si je devais être un des deux personnages, je pense que je serais plutôt Aryoma. Parce que c'est un personnage qui est plus dynamique, plus joyeux, moins timide. Et je pense que je serais plutôt ce personnage-là. Donc, j'ai vraiment essayé de faire que le personnage de Toumé ressemble vraiment à des petites filles contorsionnistes que j'ai rencontrées en Mongolie. Et pour une fois que ça ne soit pas un personnage qui me ressemble trop. J'ai vraiment essayé de décaler l'histoire. Mais forcément, dans les personnages, il y a toujours des petits morceaux de l'auteur qui sont à l'intérieur des personnages. Forcément. Merci. Khadija? On vous écoute. Bonjour. Bonjour. Allô? Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, alors, je vais passer quelqu'un qui va vous poser une question. Tiens, super proche. On est un peu... Enfin, l'équipement est un peu... Allez. Bonjour madame. Bonjour. Alors, j'ai une question à vous poser. Quel est ton sentiment quand tu écris ce roman, tu mets l'enfant élastique? Est-ce que tu me demandes quel est mon sentiment et est-ce que je suis l'enfant élastique quand j'écris, c'est ça? Oui. Alors, quand j'écris, pour réussir à mettre de l'émotion dans un personnage, je suis obligée d'être traversée par des émotions moi-même. Je suis obligée de réfléchir à la situation. Par exemple, quand le personnage est triste, je suis quand même obligée d'être dans une émotion qui me permette d'imaginer comment c'est d'être triste. Donc, parfois, j'écris des livres qui parlent de sujets graves et c'est avec des passages difficiles à écrire. Quand les passages sont difficiles à écrire, si je veux mettre une émotion de tristesse, je suis quand même obligée de me mettre dans la tête du personnage. Voilà. Donc, si j'écris des choses très drôles, c'est beaucoup plus amusant à écrire. Mais ça m'intéresse aussi d'aller chercher des émotions plus compliquées et d'assumer d'être moi-même parfois traversée par des émotions plus compliquées quand j'écris. Mais je ne sais pas écrire sans penser vraiment un petit peu comme le personnage et me mettre à sa place. Merci, merci. Deuxième question, s'il vous plaît. Salut. Bonjour. Ma question, c'est comment vous est venue l'inspiration d'écrire cette histoire? Alors, l'inspiration, elle remonte à très longtemps puisque j'ai toujours été un petit peu passionnée par les contorsionnistes. J'ai toujours été fascinée. Je trouve que la performance qu'elles font, ce qu'elles arrivent à faire avec leur corps, c'est vraiment extrême. Et quand je sais qu'elles répètent tous les jours depuis qu'elles ont l'âge de 4 ans pour réussir cette performance, je trouve ça incroyable et j'avais envie d'aller comprendre et de réfléchir à ce qui pousse quelqu'un à être tellement passionné qu'il consacre sa vie à faire une seule chose et le faire jusqu'à un niveau extrême, jusqu'à battre un record du monde, jusqu'à être la personne qui va être la meilleure personne au monde depuis toujours à réussir quelque chose. Et donc ça, c'est quelque chose qui me fascinait. Et petit à petit, j'ai mis les pierres en me disant « Ah, peut-être je pourrais écrire une BD ou peut-être un roman. Ah, un roman, c'est mieux.
Ah, alors j'ai besoin d'interviewer des contorsionnistes. Ah, bah, pour interviewer des contorsionnistes, il faut que j'aille en Mongolie. Ah, bah, maintenant que je suis en Mongolie, il faut que j'écrive un livre. Et donc, petit à petit, comme ça, j'ai structuré l'histoire et j'ai écrit ce livre. Quand on a une idée, quand on a quelque chose en tête, il faut aller jusqu'au bout. Alors, si vous permettez une autre question. Êtes-vous aidé de quelqu'un pour écrire vos livres? J'ai pas entendu la question. Êtes-vous aidé de quelqu'un pour écrire vos livres? Est-ce que je suis aidée par quelqu'un? Alors, quand j'écris, généralement, j'écris seule. Au bout d'un petit moment, je fais relire mon livre soit à des amis, soit à mon compagnon, soit des fois à ma fille, soit à une copine, pour qu'elle me dise si c'est bien. Et après, la personne qui m'aide beaucoup, généralement, c'est l'éditeur qui va lire le livre et me faire des retours sur le livre et me dire ce qui lui semble cohérent, incohérent, ce qu'il faudrait changer, ce qui fonctionne pas. Voilà. Parfois, les éditeurs aident beaucoup les auteurs et parfois, les éditeurs n'aident pas beaucoup les auteurs. Mon éditeur me laisse très libre. Il me dit qu'il a beaucoup confiance en moi. Mais quand j'ai besoin, je lui envoie un morceau du texte et il fait un retour dessus, ce qui me permet d'avancer. Merci. Alors, je suis désolée, une dernière petite question, s'il vous plaît. Étant jeune, est-ce que vous voulez être une autrice? Oui. Depuis que je suis petite, quand j'avais 7-8 ans, je voulais faire du cirque et écrire des livres. C'était mes deux passions. Alors, maintenant, on peut écouter peut-être Yasmine. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. On voulait tout d'abord vous remercier d'avoir écrit ce livre. On est lycée du Caire, Babelou. Et aussi, on voulait vous dire vraiment merci d'avoir écrit ce livre vraiment merveilleux, tout comme instruisant. Et on avait quelques questions à vous poser. Alors, ma première question, c'est dans l'histoire, la maman de Tumé revient souvent, au contraire de son père, qui n'est apparu que quelques fois. Et ma question, c'était pourquoi? Je crois que la contorsionniste que j'ai rencontrée, qui a vraiment battu le record du monde, m'avait raconté que son père était camionneur. Du coup, je crois que je me suis inspirée de son histoire à elle pour imaginer un père qui revient que de temps en temps et pour qui cet enfant a envie de se dépasser, de se surpasser, aussi pour son plaisir à lui, aussi pour lui prouver à lui qu'elle allait faire quelque chose d'exceptionnel. Est-ce que ça répond à ta question? On a autre question, s'il vous plaît? Bien sûr. Bonjour, madame. Je m'appelle Jeanne. Est-ce qu'il y a un commun caractère entre Tumi et vous, ton auteur? Alors, j'ai essayé de décaler. Moi, je n'ai pas vraiment le caractère de Tumé. Tout à l'heure, j'ai plutôt le caractère d'Arioma. Une troisième question. Bonjour, madame. Bonjour. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez choisi que la fille soit contorsionniste afin de jeter la lumière sur la détermination? Afin de jeter la lumière sur... Je n'ai pas entendu la fin de la phrase. Sur la détermination. Je pense que j'ai voulu travailler sur la volonté et la détermination. Je pense que pour être contorsionniste, il faut avoir une énorme volonté. En Mongolie, il y a beaucoup de contorsionnistes et pour réussir à travailler comme ça tous les jours, plusieurs heures par jour, les week-ends, les vacances, plusieurs années de sa vie, il faut avoir énormément de volonté et de détermination. Et je pense que pour changer sa condition sociale dans la vie, il faut beaucoup de volonté et de détermination. Et donc, je parle bien sûr de cette contorsionniste qui va réussir quelque chose, mais je parle aussi de
d'ascension sociale et d'un enfant qui a envie de changer les choses pour elle et pour sa famille. Et pour ça, il faut de la volonté et de la détermination. Merci. Merci. Je m'excuse. Dernière question. Bonjour, je m'appelle Hannah Ahmed. Votre pensée est-elle continue et vous cherchez un objectif précis pour l'atteindre dans votre écriture? Ah, je pense quelque part qu'il faut aussi de la volonté et de la détermination pour écrire un livre et l'écrire jusqu'au bout et mener ce travail à bien. Je fais souvent des parallèles entre le travail du cirque et le travail d'écriture qui demande vraiment beaucoup d'investissement personnel, émotionnel en écriture et corporel en cirque. Et effectivement, il y a des liens entre les deux choses. Merci. On va... Pardon? Madame, est-ce que je peux dire quelque chose? Vas-y. Je suis un de très grands fans et je vous ai envoyé un message sur votre compte Instagram hier. C'est de mon plaisir que vous avez répondu sur mon message. Ça y est, maintenant je connais ton visage. Super. Merci pour votre attention. Merci. Merci, madame. Merci. On va laisser la parole peut-être à la classe de Mathilde. Bonjour, ma question à moi, c'est que dans le livre de Tumé, on voit que à Ryoma et Tumé, il y a une grande différence au niveau des familles et des classes sociales. Est-ce que quand vous êtes allé en Mongolie, vous avez ressenti cette différence de classe sociale? Oui. Quand j'ai interrogé un petit peu les contorsionnistes, j'ai rencontré deux types d'enfants contorsionnistes. Il y a des enfants qui avaient… Les contorsionnistes en Mongolie, c'est un petit peu comme certaines stars en France, c'est-à-dire que les petites filles ont des photos de contorsionnistes dans leur chambre. C'est un petit peu comme des chanteuses, les contorsionnistes sont célèbres, c'est un petit peu les paillettes, c'est un petit peu un objectif à atteindre pour certains enfants. Donc, il y a soit des enfants de classe moyenne qui ont envie d'être contorsionnistes parce qu'elles ont envie d'être un petit peu des stars, soit des enfants qui ont envie d'être contorsionnistes parce qu'elles savent que financièrement, ça va les sortir de la misère. Et j'ai vraiment rencontré ces deux types d'enfants, c'est-à-dire celles qui sont plutôt avec un désir de starlet et d'autres qui sont plutôt avec un désir d'ascenseur social. Voilà, donc j'ai bien rencontré les deux et c'était important pour moi que dans le livre, il y ait ces deux personnages avec du coup deux types d'objectifs différents. Merci de votre réponse. Et on avait une autre question. Oui. C'était, est-ce que, quel était votre rôle dans le cirque? Parce que vous avez dit que vous faites du cirque. Qu'est-ce que vous faites? Alors, quand je suis sortie de l'école de cirque, c'était il y a déjà 20 ans, je faisais beaucoup de trapèze volant. Et maintenant, mes spectacles, j'ai beaucoup de jonglage, de manipulation d'objets et un petit peu de magie dedans. Ok, merci de vos réponses. Merci. Il y a une autre question. Bonjour, je voulais vous poser une question. En fait, à la fin de la nouvelle, on voit que Yomor et roman, on voit que Yomor et Tumé, ils ont l'air un peu amoureux. Alors pourquoi vous n'avez pas continué une certaine relation entre eux? Ah, parce que c'est toujours difficile d'arrêter un roman, de savoir à quel moment on l'arrête. Donc là, j'ai décidé d'arrêter le roman quand le père de Tumi meurt, mais quand on sent aussi qu'elle va s'en sortir, que ça y est, qu'elles ont réussi quelque chose et que ça va, et que si on ferme les yeux après le roman et qu'on imagine des choses pour les personnages, on peut imaginer qu'elles vont aller au Cirque du Soleil, ou on peut imaginer qu'elles vont avoir une grande carrière, et on peut imaginer que Yomor et Tumé vont avoir peut-être vont être amoureux et peut-être vont se marier. Et tout ça, je le laisse au lecteur. Qu'est-ce que vous avez envie d'imaginer? J'ai l'impression qu'à la fin, on sent leur amitié très forte à tous les trois, que peut-être Yomor va faire leur manager, ou peut-être qu'il va poster
poster des vidéos pour que les filles soient connues et que finalement, à la fin du livre, ça fait une équipe. Et je n'avais pas forcément envie de développer la relation amoureuse parce que ce n'était pas le sujet de mon livre. Mais ça, je laisse aux lecteurs la possibilité d'imaginer ce qu'ils veulent et ce qui leur plaît pour ça. On va peut-être passer la parole à l'école Charles de Gaulle. William. On vous écoute. Donc, bonjour, je m'appelle Eden de l'école Charles de Gaulle. Je voudrais vous poser une petite question. Pourquoi Arioma traite la nouvelle école Ouvatumé comme une école de pauvres? Quand je suis allée en Mongolie, il y avait plusieurs sortes d'écoles de cirque et généralement, les écoles de cirque sont payantes. Et j'ai eu la chance d'aller dans une école de cirque où les enfants étaient accueillis vraiment pour des tarifs très, très bas parce que l'école de cirque était aidée par une fondation, par quelqu'un qui finançait l'école de cirque à l'étranger pour pouvoir accueillir des enfants qui n'avaient pas les moyens de se payer l'école de cirque. Et il se trouve que dans cette école de contorsion, la professeure était vraiment une super professeure et du coup que les filles étaient des super filles, des super contorsionnistes et qu'elles obtenaient plein de prix. Donc, voilà, il y a les écoles qu'on paye, les écoles qui font contorsion et yoga qu'on paye plus cher, après les écoles de contorsion. Et puis, il y a des écoles qui sont dans des locaux un petit peu abîmés et qui sont effectivement pour des enfants plus pauvres, mais qui sont doués. Si vous voulez, je ne sais pas si c'est le moment, mais si vous voulez, je peux vous montrer quelques images des écoles de contorsion où je suis allée. Oui, avec plaisir. Et vous montrer quelques... Alors, il faut que je retrouve le chemin pour y aller. Est-ce que je m'ai partagé parce que tout à l'heure, je l'avais et là, je ne sais plus comment le mettre. On va voir si on peut le charger, nous. Sinon, voilà, n'hésitez pas à partager l'écran. Est-ce que ça marche? Super. Est-ce que moi, je peux agir dessus? Oui, super. Alors, est-ce que vous voyez les images? Oui. Alors, voilà. Vous les voyez bien en grand, c'est bon? Voilà, donc la Mongolie, qui est entre la Chine et la Russie. Voilà, et ça, c'était J'avais fait une série de photos comme ça où j'étais avec une amie qui était contorsionniste et où je prenais en photo les petites filles contorsionnistes et après, voilà, je faisais des diptyques où on me voyait prendre en photo. Donc ça, c'est justement dans l'école de cirque qui est un peu pauvre. Cette petite fille qui a 10 ans, qui s'appelle Aryungo, m'a beaucoup inspirée pour le personnage de Toumé parce qu'elle était très douée et en même temps très rigolote et très, très gentille. Et derrière, dans l'école de cirque, ils mettent un fond bleu pour pouvoir faire des jolies photos. Voilà, donc ça, c'était également dans la même école de cirque. C'était le groupe des petites. Donc là, elles ont la plus jeune, elle est à droite, elle a 7 ans. Et après, elles ont 9 ans et 11 ans. Et pour le jour de mon arrivée, elles avaient mis leur costume. Donc d'habitude, elles ne répètent pas en costume. Mais pour le jour de mon arrivée, elles avaient mis des costumes et elles avaient comme ça préparé leur spectacle. Et les mamans étaient là aussi parce que c'est les mamans qui cousent les spectacles des petites filles, les costumes des petites filles. Et donc, elles étaient là pour faire des espèces de rafistolage sur les costumes. Ça, c'est 2 enseignantes. Donc, celle de gauche, qui s'appelle Batsi, elle a une école de cirque et de contorsion. Et elle faisait un duo avec la femme qui est à droite, qui, elle, travaille maintenant aux États-Unis au lycée français de... zut, j'ai oublié. Au lycée français de Portland, je crois, où elle anime un groupe de contorsion. Et derrière, on voit de Seattle, pardon, lycée français de Seattle. Et derrière, on voit les figures qu'elles faisaient quand elles étaient elles-mêmes contorsionnistes. Voilà, elles sont parties faire une carrière internationale assez forte. Et quand elles sont revenues, Batsi est revenue en France une fois qu'elle a plus
l'âge pour être contorsionniste sur scène. Et donc, Batsi a ouvert une école de cirque. Et donc, je suis allée voir aussi son école de cirque. Voilà. Donc, ça, c'est la petite école de cirque de Batsi. Ça se passe au-dessus de chez elle. Elle a mis un parquet, elle a mis des miroirs et elle entraîne les jeunes filles. Et la femme qui est à gauche, que vous voyez avec le juste au corps noir, c'est la femme qui a battu le record du monde. La vraie. Voilà, qui travaillait aux États-Unis, au Cirque du Soleil, mais qui était là parce que j'y suis allée l'été et elle était en vacances et du coup, au mois d'août, elle était revenue en Mongolie et j'ai eu le plaisir de la rencontrer dans l'école de cirque de Batsi. Ça, c'est les quartiers d'yourtes. Donc, comme dans l'histoire, hein, c'est les quartiers où les yourtes s'installent sur des terrains juste à côté de Oulan-Bator et de la capitale. Et donc, c'est pour ça qu'on voit en même temps les yourtes et en même temps les immeubles de Oulan-Bator qui se construisent. Donc, dans les yourtes, généralement, ils ont l'électricité. Ils n'ont pas l'eau, comme dans l'histoire de Toumi. Ils vont chercher l'eau à un forage qu'il y a dans chaque quartier. Après, pour l'électricité, c'est plus simple parce qu'ils peuvent tendre des câbles pour qu'ils vont d'une yourte à l'autre. Donc ça, c'est une petite fille qui était dans une yourte, qui était à l'école de cirque de Batsi. Et moi, cette petite fille, j'avais vraiment le sentiment qu'elle n'était pas extrêmement motivée par la contorsion. J'avais le sentiment que sa mère était très, très motivée pour que cet enfant fasse de la contorsion. Quand je posais des questions à l'enfant, c'était toujours la mère qui me répondait. Quand je demandais des choses à la petite fille, elle n'avait jamais envie de les faire, ou elle n'était pas timide, mais je la sentais pas très motivée. Mais sa mère était très, très motivée. Et je pense que c'est sa mère qui avait envie qu'elle fasse de la contorsion pour partir à l'international. Donc ça, c'est la fameuse position de Marinelli. C'est la posture dont je parle dans le livre. Hein, donc on tient ce manchon avec ses mâchoires. Et ça, c'est une jeune fille de l'école de cirque où j'ai passé le plus de temps qu'il fait. Cette jeune fille a 16 ans. Elle reste bien sûr pas aussi longtemps que la personne qui fait le record du monde. Là, on a l'impression qu'elle reste longtemps parce que j'ai pris la photo. Mais généralement, elle se met en position. Elle reste 4-5 secondes et après, elle se déroule, bien sûr. Les enfants dans les écoles de cirque, en Mongolie, il y a école soit le matin, soit l'après-midi, puisqu'il n'y a pas assez d'enseignants pour qu'ils puissent avoir l'école toute la journée. Donc là, les petites filles, elles sont à l'école le matin. Je crois que c'est de 7h à 13h ou de 8h à 13h. Et tous les après-midi, du coup, elles ont du temps pour aller à l'école de cirque. Donc, c'est des enfants qui vont à l'école. Ils vont à l'école de cirque, mais ils vont également à l'école. Ça, c'était une des plus petites. Elle avait 7 ans. Voilà, donc ça, c'est une photo que j'aime bien parce qu'on voit, celle d'avant est jolie parce qu'on voit le fond bleu, c'est une jolie photo. Mais leur école de cirque, en fait, c'est plutôt ça. Les fenêtres sont cassées, les parquets sont abîmés, les plafonds sont abîmés aussi. Et là, elles sont en costume comme pour les répétitions et pas en costume de... Enfin, elles sont en training de répétition et pas en costume de spectacle. Ça, c'est le couloir de l'école de cirque. Et j'aime aussi beaucoup cette photo de cette fille qui fait quelque chose d'exceptionnel et qui a mis ses chaussures à talons et qui fait cette posture très dure, comme si c'était pour elle extrêmement naturel dans cet environnement. C'est des anciens bâtiments russes qui sont quand même très abîmés. Et voilà, j'aime bien cette posture. Donc, c'est vraiment grâce à ces interviews et grâce à ces rencontres que j'ai pu écrire le livre. Je pense que si je n'avais pas été en Mongolie, le texte aurait eu beaucoup moins d'impact et aurait été beaucoup moins juste. Donc, je suis
vraiment heureuse d'avoir pu rencontrer ces jeunes filles. Je pense que le fait de faire aussi du cirque moi-même, ça m'a permis de créer des rencontres assez rapides, puisque j'ai vite montré que je savais jongler, j'ai vite fait des petites choses pour montrer que je connaissais aussi le cirque, ce qui fait que la timidité qu'on a quand on rencontre des gens qu'on ne connaît pas, ou quand les petites filles me rencontraient et que j'étais là à leur demander des choses et qu'elles n'avaient pas l'habitude de parler et d'être interviewées, cette timidité est plus vite partie parce que je faisais du spectacle également. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport aux photos ou aux documents visuels que j'ai montrés. Je crois que Lamia, qui n'avait pas pu poser sa question tout à l'heure, il me semble. Sinon, il y a Dina ou Rania. Manifestez-vous. Rania, peut-être la classe de Rania n'a pas posé de question, il me semble. Bonjour. Bonjour Madame Acha. Bonjour. Notre école Brillance a le plaisir d'être avec vous aujourd'hui et nous sommes très excités de vous poser quelques questions sur l'extrait du roman Tu mis l'enfant élastique. Est-ce que c'était l'amour de son père ou la motive essentielle qui pousse Tumi au bout de ses limites et ses capacités? Je suis désolée, mais il va falloir que tu reposes ta question, que je n'ai pas bien entendue. Est-ce que c'était l'amour de son père et la pauvreté, la motive essentielle qui pousse Tumi au bout de ses limites et ses capacités? Je pense que c'est tout ça. C'était important pour moi, j'ai essayé de faire dans le livre que plus Tumi monte dans sa progression de la contorsion, plus son père chute dans la pauvreté et dans la difficulté de son travail. Et c'était important pour moi de faire ces deux niveaux. Donc voilà, je pense que c'est tout ça qui était important dans le livre. Alors, il faut juste réactiver votre micro. La classe de Rania, s'il vous plaît. À votre avis, pourquoi Tumi a choisi un rêve tellement difficile et unique? Je ne sais pas trop. Pourquoi est-ce que des fois, pourquoi est-ce que soudain quelqu'un consacre sa vie entière à quelque chose? Je ne sais pas trop répondre à ça. Je pense que j'ai essayé d'écrire ce livre pour répondre à cette question, mais je ne peux pas répondre simplement. Je pense que c'est plein de choses. C'est son père qui lui a appris des choses et qui après part, et donc elle a besoin de s'accomplir. C'est sa copine qui la pousse, sa copine qui a plus de facilité à avoir des rêves parce que peut-être elle est plus riche ou d'un meilleur niveau social et du coup c'est plus facile pour elle de rêver et d'imaginer qu'elle va réussir. Donc c'est aussi cette rencontre et puis après c'est cette énorme volonté qu'a Tumi, et probablement parce qu'elle est douée aussi. Et quand on veut réussir quelque chose, on se rend compte qu'il y a aussi des limites. Il y a des limites physiques. Dans le cirque, il y a beaucoup de contorsionnistes qui essayent de battre des records et qui se blessent. Dans les trapézistes, il y a beaucoup de trapézistes qui se blessent, qui vont avoir une tendinite, qui vont avoir un problème physique, et soudain, ça s'arrête. Et donc, pour réussir ce que fait cet enfant-là, pour battre ce record, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu. Peut-être que beaucoup de petites filles contorsionnistes voudraient battre un record du monde, mais physiquement, elles n'en sont pas toutes capables. Il y a aussi une relation au corps qui est très forte et très importante. Et après, il y a le mental qui est important. Mais le mental ne fait pas tout, il faut aussi avoir cette condition physique. Donc, c'est la convergence de tous ces éléments qui fait qu'elle va y arriver. Et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans ce livre. Bon, merci. Je suis Mariam et je veux poser quelques questions. Le travail difficile du père, le cadre de vie de Tumi, aussi le milieu social dans lequel elle évolue. Je vois que c'est un peu imaginaire de confronter tout ça et atteindre le bout de nos rêves. Alors,
c'est plus ou moins imaginaire parce qu'il y a encore en Mongolie beaucoup de personnes qui travaillent dans les mines. Donc ça, c'est aussi inspiré de choses qui existent vraiment en Mongolie. Moi, j'avais très envie de développer quelque chose autour des luttes sociales, autour des mines, mais je n'ai pas réussi à le faire et je n'avais pas assez d'informations pour ce livre. Mais sinon, je pense que tous les éléments du livre pourraient être une histoire vraie. C'est-à-dire que j'ai inventé des situations, mais je n'ai pas inventé de choses qui n'existent pas en Mongolie. Je les ai juste combinées entre elles pour en faire un texte. Et chaque élément, une petite fille pourrait vivre exactement ce que vit Toumé. Il n'y a pas de choses impossibles dans ce que j'ai écrit. Merci. Est-ce que dans l'extrait original, il y avait des personnages qui poussent un environnement négatif autour du Tumi? Il faut que tu reposes ta question, je n'ai pas entendu, excuse-moi. Est-ce que dans l'extrait original, il y avait des personnages qui poussent un environnement négatif autour du Tumi? Je n'ai pas entendu assez pour pouvoir répondre à cette question. Quelqu'un qui fait des obstacles et qui pousse un environnement négatif autour du Tumi. Eh bien, ça, je pense que c'est une situation de narration. C'est-à-dire qu'il fallait que je mette tout le long de l'histoire des choses pour le lecteur. Donc, il y a effectivement des situations négatives. Il y a ce professeur de l'école de cirque qui veut absolument avoir de l'argent. Il y a sa mère, son père qui doit partir. Il y a l'accident. Tout ça, c'est des choses qui font une continuité dramatique pour que le livre fonctionne. Et on est obligé de structurer l'histoire avec des événements et avec des obstacles. On est obligé, dans un roman, de mettre des obstacles aux personnages, sinon, ce n'est pas intéressant. Si jamais c'est juste l'histoire, dans ce cas-là, c'est juste un reportage. Moi, il ne fallait pas que ça soit juste un reportage, il fallait que ça soit un roman. Et donc, dans un roman, il faut une intrigue et il faut quelque chose qui motive le lecteur à tourner les pages. Donc, tous les éléments négatifs, tous les obstacles permettent à tout de se dépasser et permettent aussi au lecteur de tourner les pages. Merci. Je crois que Gada avait une question. Si on va... La classe de Gada, est-ce que vous avez une question? Oui. Ok. Bonjour. Lequel de vos livres a eu le plus de succès? Est-ce qu'on les a perdus? La question, c'était lequel de mes livres a eu le plus de succès? Oui. Très, très étrangement, le livre... J'entends beaucoup de... Très étrangement, le livre qui a le plus de succès, qui s'est le plus vendu, c'est un livre qui parle d'un massacre qui s'est passé dans la forêt amazonienne. C'est un livre qui s'appelle « Le peuple du chemin ». Et quand j'ai commencé à écrire ce livre, c'était une histoire extrêmement difficile sur l'histoire de deux petites filles qui sont les seules survivantes d'un massacre. Je me suis dit que personne voudrait lire ce livre, que les éditeurs ne voudraient pas le publier et que les professeurs ne voudraient pas le faire lire à leurs élèves et que les parents ne voudraient pas le donner à leurs enfants parce que le sujet était dur et que c'était un sujet poignant et difficile. Et finalement, c'est un livre qui a rencontré le plus de succès et qui a été le plus vendu. Oui, je peux poser une question. Veuillez-vous devenir écrivain quand vous étiez petit? Moi, je voulais devenir écrivain quand j'étais petite. Donc, j'ai l'âge de 8 ans, je voulais devenir écrivain. Mais il se trouve que j'étais une mauvaise élève. J'étais pas bonne en français, j'étais pas bonne en orthographe, j'étais pas très bonne à l'école. Je pense que j'étais trop dans mes rêves et que j'avais trop d'imagination pour
pour rester assise toute la journée. Donc, j'ai beaucoup redoublé. J'ai redoublé 2 fois mes classes. Et quand je disais que je voulais devenir écrivain, on me disait que c'était pas possible, que pour devenir écrivain, il fallait être très, très fort et très, très bon. Et que comme je redoublais, que je n'étais pas bonne à l'école, je pourrais pas écrire de livres. Et j'ai écrit quand même parce que j'en avais envie et parce que j'en avais besoin. Et j'ai progressé en orthographe, et j'ai progressé en écriture. Et j'ai découvert que pour être écrivain, il faut connaître sa langue et aimer écrire. Mais il ne faut pas forcément être doué à l'école. Ce qu'il faut pour être écrivain, c'est avoir des choses à dire, savoir des choses à raconter. Il y a certaines personnes qui écrivent un livre qui sont, par exemple, une personne qui va être en prison, qui n'a pas fait d'études, qui va raconter quelque chose qui se passe en prison, qui va avoir un témoignage sincère et une vision particulière, peut faire un livre qui a beaucoup de succès, même si à la base, c'est pas quelqu'un qui était destiné à écrire des livres. Mais si on a quelque chose d'intéressant à raconter, si on a la volonté d'écrire, si on a des choses à dire, on peut devenir écrivain. Et donc ça, c'était ma grande chance, c'est que même si j'étais pas très douée à l'école, je me suis emparée de sujets et j'avais de l'imagination et des choses à passer et à transmettre. Et du coup, ça a marché, je suis devenue écrivain. Merci beaucoup. On peut peut-être passer la parole à Lamia. On dépasse un petit peu le temps, mais il y a tellement de questions et puis c'est très intéressant. Merci encore à tous. On vous écoute. Non, on ne vous entend plus, Lamia. Non, on ne vous entend pas. Ça ne marche pas. Non. On va peut-être passer la parole à Yasmine. Oui. Bonjour madame. Je voudrais vous poser une petite question. Oui. Est-ce que vous avez choisi le nom de pyramide parce que vous allez visiter l'Égypte en futur ou est-ce que l'Égypte est intéressant pour vous? Ah, alors j'ai choisi le nom pyramide pas à cause de l'Égypte, que j'aimerais beaucoup venir visiter, mais j'ai choisi le nom pyramide parce qu'en cirque, faire une pyramide, c'est quand on monte les uns sur les autres. Et quand on fait de la contorsion, ou quand on fait du cirque, on fait des pyramides, et c'est ce qu'on appelle des pyramides humaines, et ce n'est pas les pyramides égyptiennes. Merci, madame. Autre question, s'il vous plaît. Bonjour, madame. Bonjour. Je m'appelle Mohamed Ashraf et j'ai une petite question. Est-ce que vous avez l'intention d'écrire le conte d'une manière trop détaillée? Est-ce que j'ai l'intention d'écrire? Est-ce que vous avez l'intention d'écrire le conte d'une manière trop détaillée? Le conte? Oui. Quel conte? Le roman? Oui. Tu voudrais que je l'écrive de manière encore plus détaillée? Est-ce que vous avez l'intention d'écrire le roman d'une manière trop détaillée? J'ai pas l'intention de réécrire ce roman ou de changer des choses. À un moment, je me suis demandé si ça serait intéressant de faire de la bande dessinée parce que la contorsion, c'est très visuel. Et je m'étais dit qu'avoir beaucoup d'images sur les contorsionnistes, ça pourrait être aussi intéressant pour voir le travail physique. C'était compliqué pour moi d'écrire les situations physiques et les techniques physiques parce que quand on ne connaît pas, c'est difficile de se représenter ce que font ces petites filles. Donc à un moment, j'ai pensé à un autre média, celui de la bande dessinée, mais finalement, ça s'est fait en roman et il restera comme ça. Merci. Merci. Safa, on vous écoute. Safa, vous avez d'autres questions? Oui, madame, on a 2 questions. Voilà, Nour. Bonjour. Je suis en deuxième secondaire au lycée. Enchantée. Je suis ravie de faire votre connaissance. Madame,
Trouvez-vous qu'à cet âge, les jeunes sont Pardon, capables... madame. Marion a pu convaincre sa mère de son point de vue à propos de sa carrière ou son futur métier. Madame, trouvez-vous qu'à cet âge, les jeunes sont capables de prendre une telle décision? Ah, c'est une grande question. Je ne sais pas si on parle bien de la contorsion, hein? Oui. C'est la question que j'avais en allant en Mongolie. C'est-à-dire que je me suis dit, est-ce que les contorsionnistes, quand je posais la question aux enfants s'ils étaient contents de faire la contorsion, ils me disaient tous oui. Après, est-ce qu'ils étaient contents parce que ça pouvait sauver leur famille de la pauvreté, ou est-ce qu'ils étaient contents parce que, comme moi, quand j'étais enfant, ils aimaient bien faire du cirque? Et tout le temps, je me suis posé cette question de savoir quelle était la volonté de l'enfant et quel était le désir que les parents avaient pour l'enfant. Le désir implicite ou explicite, hein, ça peut être un désir qu'on formule, par exemple les parents qui vont dire aux petites filles oh, quand tu partiras à l'étranger, quand tu auras un salaire, voilà, ils peuvent exprimer des choses comme ça, mais ils peuvent aussi le penser et ne pas l'exprimer de cette manière-là, mais que l'enfant ressente qu'il y a la nécessité pour la famille de devenir une contorsionniste internationale. Il y a encore quelques années, jusque dans les années 90, 2010, j'ai oublié, excusez-moi, j'ai oublié bon, peu importe, mais il y a encore quelques années, les enfants de Mongolie pouvaient être embauchés dans des cirques dès l'âge de 6 ans, 8 ans, 10 ans. Et le gouvernement de Mongolie a fait passer une loi pour interdire le départ des enfants avant l'âge de 16 ans. Parce qu'il partait du principe que dans les cirques, on adore voir des enfants faire des choses. Donc, les gens venaient chercher des petites contorsionnistes qui avaient 8 ans, 10 ans, et on les voit faire des acrobaties, et on trouve ça formidable. Mais est-ce qu'à 8 ans ou à 10 ans, on a conscience de ce qu'on fait, et est-ce que quand on demande à une petite fille de travailler en échange de l'argent et quelque part de sauver sa famille, elle a la capacité ou la possibilité de dire non? Je pense que quand on est pauvre, souvent on n'a pas la possibilité de dire non. Donc le gouvernement a mis en place des choses pour interdire le travail des jeunes filles contorsionnistes avant l'âge de 16 ans, pour qu'elles aient la capacité et l'intégrité mentale de dire si oui ou non elles veulent partir à l'étranger, quitter leur famille et travailler. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, merci madame. La dernière question. Bonjour madame. Bonjour. J'ai 16 ans. Voilà, ma question, c'est la dernière. Enfin, quel est votre message aux jeunes de nos jours? Est-ce que toi, tu as eu un message en lisant le livre? Moi, j'ai raconté le livre. Je l'ai lu en ligne. D'accord. Et j'ai eu quelques moments de leur résumer le livre et poser les questions avec eux, ce qu'ils veulent dire à vous ce jour-là. D'accord. Alors, généralement, quand j'écris un livre, je pars avec une émotion que j'ai envie de transmettre. Donc, j'ai plus souvent envie de transmettre des émotions que des messages. Et quand le livre est écrit, quand le lecteur le lise, généralement, ils me disent « Ah, j'ai eu un message sur la volonté. Ah, j'ai eu un message écologique pour le livre sur la forêt amazonienne. Ah, j'ai eu un message contre la guerre quand j'ai écrit un livre sur les enfants soldats. » Mais quand moi j'écris, j'ai pas de volonté de message. Le message se fait par l'intermédiaire du livre et par l'intermédiaire de l'émotion. Si j'écrivais un livre en voulant transmettre un message, je pense que ça serait un livre qui serait trop didactique, qui serait vraiment je veux dire quelque chose et je le dis de manière trop directe. Donc peut-être que dans le livre de Tous 1000 enfants élastiques, il y a beaucoup de messages sur l'amitié, sur la volonté, sur les difficultés de la pauvreté, sur ce qui se passe quand on part à l'étranger, est-ce qu'on quitte sa famille, sur les choix qu'on fait dans la vie. Voilà, il y a tous ces messages qui sont entremêlés et j'ai voulu surtout transmettre des émotions. Après, si vous avez des messages en plus, tant mieux. Mais si déjà vous avez eu du plaisir à lire le livre, c'est l'essentiel pour moi. Alors, ça va. Merci beaucoup, madame. Et encore une fois, je vous remercie. Et attendant, on va voter et espérons que vous allez prendre le premier prix et présenter votre livre dans le salon du livre. Merci beaucoup. Merci, madame.
Je vois que certaines classes sont obligées de partir. On va peut-être laisser la parole à Lamia qui avait des problèmes avec le micro tout à l'heure et terminer avec leurs questions. Pour ceux qui partent, merci beaucoup pour ce moment d'échange. C'était très agréable et merci pour vos questions très, très intéressantes et très pertinentes. Bon, je vois que Lamia n'est plus en ligne. Ils ont eu pas mal de problèmes de connexion. Bah, écoutez, on a encore beaucoup de questions, Marion. Ah, allez-y. Ah, il y a une classe, je crois, qui a encore des questions. On vous écoute et on terminera là-dessus. Ah, la classe de Gada? Bon, bah écoutez, on vous a perdu. Bon, mais Marion, on a encore beaucoup de questions. Peut-être que les élèves peuvent écrire à l'adresse mail d'Anna qui est dans le chat, que je remercie d'ailleurs, qui m'a aidé à préparer ce webinaire. Et peut-être, voilà, n'hésitez pas à envoyer vos questions à Anna. Et puis Anna, peut-être pourra les faire suivre à Marion. Bon, bah, on écoutez, peut faire ça avec un mail collectif. Je fais une réponse collective et on renvoie le mail collectivement également à l'ensemble des classes. Super, très bonne idée. Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci à tous d'être venus aussi nombreux ce matin. Merci beaucoup, Marion. C'était vraiment passionnant. Avec plaisir. Et puis, bonne continuation. Et merci à tous bientôt. et bonne lecture à tous surtout. N'oubliez pas que les livres, c'est des petites fenêtres sur le monde et qu'il faut en lire beaucoup pour être bien informé et bien attentif à tout. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci.